santé au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la bonne gouvernance, la décentralisation. Prodeg prend le relais. Le programme décentralisation et gouvernance remplace Prodégol, arrivé à terme. Que gagne la population? Nous le verrons tout à l'heure dans ce journal. Restrictions anti-Covid allégées, population soulagée au CHR Lomé Commune, presque plus de malades au lit. Nous avons fait le constat sur place. Reportage à suivre dans cette édition tout à l'heure. Et puis à suivre enfin la joie des supporters. Les éperviers dames sont de retour à Lomé, qualifiés pour la CAN Maroc 2022. Héroïque, historique, les adjectifs ne manquent pas au lendemain de cette qualification. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Le Prodégol est fini. Le programme développement et gouvernance locale vient de boucler 52 mois sur le terrain. Place désormais à un nouveau projet, le Prodeg, programme décentralisation et gouvernance. Hier comme aujourd'hui, l'Allemagne se tient aux côtés du Togo et au bénéfice des populations. Ulrich Amega. Construction de sièges communaux, fourniture d'eau aux populations, formation des élus locaux. Des actions à l'actif du programme décentralisation et gouvernance locale, Prodégol, cofinancé par l'Allemagne et l'Union européenne. Un peu plus de 4 ans après, le Prodégol fait place au Prodeg, un prolongement qui fait objet d'échanges entre acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme. Ils seront amenés à élaborer des stratégies pouvant permettre une mise en œuvre efficace de cette phase dans l'intérêt des populations pour les 3 prochaines années. Il s'agit de renforcer les capacités de tous ceux qui sont en charge de gérer la commune, gérer le développement économique local, gérer toutes les infrastructures de base, à planifier cette gestion, augmenter leurs recettes, promouvoir la participation citoyenne, donc les principaux bénéficiaires de cette gestion communale, à les impliquer à toutes les décisions qui concernent l'administration de leur commune. Le fonds d'appui aux collectivités territoriales a été créé, il est opérationnel et il est alimenté depuis ces 3 dernières années à raison croissante au bénéfice des collectivités territoriales. Et là, c'est aussi un effort qui sera poursuivi, engagé pour renforcer les appuis et ensuite d'apporter un appui aussi financier. 36 mois de mise en œuvre au profit de 10 nouvelles communes pilotes pour un financement de 13,5 millions d'euros, soit près de 9 milliards de francs CFA. Illustration du partenariat germano-togolais pour les réformes, conclu en 2021, répondant aux ambitions 2020-2025 du gouvernement. Ambition axée sur la bonne gouvernance et le développement des territoires comme levier de croissance inclusive. Et il était question également des communes, des populations. Et bien, les populations, c'est plusieurs groupes ethniques avec bien souvent des jeux d'influence, non sans incidence sur les pouvoirs politiques, sujet d'intérêt public qui parasite assez souvent aussi le vivre ensemble. Un sujet justement à l'ordre du jour aujourd'hui à l'université de Lomé, à la conférence d'actualité animée aussi régulièrement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien, voici le compte rendu avec Victoire Kaliwa et Christine Pétéki-Aloudé. Présentée dans une catégorisation rigide avec des frontières, l'ethnie en Afrique est source de conflits. Pour cause, son instrumentalisation. Le monde universitaire questionne le lien entre les considérations ethniques et l'organisation, la gestion sociopolitique des États en Afrique. Nous avons des consciences ethniques. C'est une identité. On ne peut pas la détruire. Mais comment faire en sorte que cette identité ethnique puisse entrer dans un projet global de gouvernance politique? Comment pouvons-nous capitaliser les bonnes choses, les bonnes pratiques de la notion ethnique dans un processus de construction nationale? Les considérations ethniques affaiblissent la viabilité des États. Que faire alors pour renverser la tendance? On mise sur la mise en commun des valeurs identitaires et des projets qui ciblent l'intérêt général de la nation. L'ethnie en elle-même n'est pas un problème.
parce que c'est une appartenance, c'est une identité comme toutes sortes d'identités. Lorsque l'État sera fondé sur des projets nationaux où chaque citoyen trouvera son intérêt général, je veux parler par exemple de la sécurité sanitaire. Lorsque je sais que si je suis malade, j'ai les moyens, il y a les hôpitaux, j'ai une sécurité pour pouvoir me soigner, je ne vais plus faire allégeance à mon groupe ethnocentrique. Mais je sais que je suis dans un état où je m'épanouis plus que dans mon groupe ethnocentrique. Tout sujet d'actualité ou résultat de recherche à portée scientifique peut toujours faire objet de débat. L'actualité sur un tout autre front maintenant, c'est aussi la nouvelle croisade lancée contre la poliomyélite. Top départ ce jeudi dans le Vaud. À l'arrivée dans un mois, au moins 95% des enfants devraient être vaccinés partout au Togo. Le coup d'envoi de l'opération Edwige Atakpabasabi, Marie-Ange Billard. En octobre 2007, le Togo a été déclaré exempt de poliovirus sauvage. 16 ans après cette prouesse, le pays continue de s'inscrire dans la prévention. Les enfants nés entre le 18 avril et le 19 juin 2016, n'ayant pas reçu le VPI de la préfecture de Vaud, reçoivent leur dose ratée. C'est le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2022 au Togo. Et cette fois-ci, la vaccination par voie orale est remplacée par la piqûre. Le vaccin utilisé, qui est le vaccin oral, qui contient 3 antigènes, dénommés 1, 2 et 3. Il y a le 2 qui pose problème. Le virus numéro 2 pose des problèmes. Tout simplement parce que le vaccin numéro 2, lorsque ce vaccin rentre dans le sol, ce vaccin peut changer pour devenir comme si c'était le virus. Ça peut donner des cas de poliomyélite. Le groupe des conseillers de l'OMS pour la vaccination a décidé qu'on retire le vaccin antipolio numéro 2 du vaccin oral. Les populations ont compris le bien fondé de cette campagne et y adhèrent. J'ai appris à la radio les émissions animées par les agents de la santé. Ensuite, il y a un organisateur qui est venu chez moi à la maison. Il a demandé le nom de 3 enfants. Je les ai inscrits. C'est pourquoi j'ai amené l'enfant pour la vaccination. Il n'y a pas de crainte. Ils n'ont qu'à amener les enfants à les faire vacciner. 763 080 enfants sont visés par cette campagne de vaccination. Elle va se dérouler dans tous les districts sanitaires du Togo du 24 au 26 février 2022. Info santé encore, ce n'est pas encore tout à fait la fin de la pandémie, mais du moins c'est un répit sur le front anti-Covid, confirmé d'ailleurs par le gouvernement, qui dessert les taux levés, certaines restrictions levées. Comment la nouvelle est accueillie par les populations dans le monde sportif et notamment chez les acteurs culturels, un secteur durement frappé, vous le savez, par la crise. Écho des réactions, Solange Amandé, Ulrich Amega. Pas de présence humaine dans les tribunes. Le stade de Kégué, toujours vide. 2 ans déjà que la situation perdure. 72 heures déjà, le gouvernement a donné le feu vert pour la reprise des activités sportives. Stades comme terrain de jeu vont de nouveau vibrer. Un ouf de soulagement pour les acteurs sportifs. J'estime que la pandémie liée à la Covid-19 a fait beaucoup de dégâts, surtout au niveau des restrictions des activités sportives. Et je pense que les décisions du gouvernement sont les bienvenues. Et nous avons vraiment apprécié à ce qu'aujourd'hui, on puisse avoir un véritable allègement et permettre aux groupes sportifs, aux associations sportives, aux équipes de football, même de tous les sports. Tous les sports aujourd'hui peuvent reprendre, mais en mettant en place en tout cas les dispositifs sanitaires nécessaires. Je pense que c'est en tout cas un ouf de soulagement. N'oublions pas que beaucoup d'athlètes se sont mis par exemple à d'autres choses, d'autres sont au marché, d'autres ont appris d'autres boulots, d'autres ont fait des formations. Ils ont complètement oublié les terrains, là où normalement ils devraient pouvoir compétir et gagner leur vie. Ça a été vraiment un temps
difficile, mais heureusement, comme on dit, un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, le gouvernement a conclu comme quoi de nous aider à avoir vraiment cet espace-là de loisirs et puis de compétition. C'est une très bonne chose. L'histoire de coronavirus, là, ça nous a beaucoup affecté, surtout le sport. On n'arrive plus à aller au stade. C'est vraiment triste. Bon, si la levée est venue, c'est bien, nous sommes tous contents. On va bien supporter nos équipes. Surtout que bientôt, nos soeurs vont aller à Libreville. Nous sommes derrière elles. Les activités culturelles ne seront pas en reste, de même que les fêtes traditionnelles. L'on pourra revivre l'ambiance des Evala en pays Kabyé, à Boubouzan dans le Haro et Péépé dans les lacs, entre autres. Et nous avons appris avec soulagement qu'à partir de maintenant, tous les lieux de culte sont ouverts et les activités culturelles doivent reprendre. Je crois que c'est une très grande décision du gouvernement que nous saluons. L'assouplissement des mesures restrictives rime bien sûr avec le respect des mesures barrières. Le Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. La responsabilité de tous. Voilà, mesures et restrictions anti-Covid allégées, soulagement des populations, et ce n'est pas tout. Tenez, eh bien, au CHR Lomé Commune, il n'y a presque plus de malades au lit. Un seul est encore en réanimation. Plus d'admissions en soins critiques. La télévision togolaise est allée faire le constat sur place. C'est un reportage de Dodo Arrêt. Près de 3 semaines que l'on n'a pas entendu par ici la sirène de ces ambulances, toutes immobilisées sur le parking du CHR Lomé Commune. Pas de mouvement, pas de malades Covid à transporter. La pression hospitalière sur ce centre dédié au traitement des malades Covid a carrément baissé. Même pour entrer dans la zone rouge, nous n'avons plus besoin de combinaison. La première fois que vous étiez arrivé ici, on vous avait habillé en combinaison intégrale. Parce que l'habillement, c'est en fonction du niveau des risques. Le risque était très élevé en ce moment-là. Il y avait des malades en réanimation où on faisait des gestes invasifs. Actuellement, vous voyez que vous êtes habillé de façon très légère. Juste avec le masque, la coiffe et puis les chaussures. Ça, c'est un habillement qui est commun à tous les hôpitaux. Quand vous allez dans une réanimation, à tout point ou bien dans une autre clinique, vous voulez aller dans une salle, c'est comme ça qu'on va vous habiller, indépendamment de la présence de Covid ou pas. Les couloirs de la réanimation sont aussi beaucoup plus calmes. Des salles vides, des lits pliés, la seule réa occupée, c'est celle-ci. Un seul malade atteint de Covid léger qui n'a guère besoin d'oxygène. Et moi aussi, je veux vite rentrer. Surtout ce week-end, si je n'assiste pas à l'enterrement de ma mère, ça ne me fera pas du bien. Plus de patients à intuber, tous les appareils de la réanimation débranchés. Une accalmie qui soulage ce réanimateur. Il fallait s'habiller à chaque fois, rentrer, faire des gestes de réanimation comme l'intubation, la ventilation. C'était très difficile. Vous voyez par exemple cet appareil-là nous permettait de faire respirer des patients qui étaient incapables de respirer. Nous avons un échographe mobile qui nous permettait de poser des actes très précis et de monitorer de façon fine nos patients. Vous voyez les appareils ECG, les aspirateurs. Donc on avait heureusement du matériel de qualité pour faire un bon travail. Et c'était très fatigant malgré tout. Il fallait venir au moins 4, 5, 6 fois dans la journée pour pouvoir les prendre en charge pendant une durée de 1 à 2 heures. Aujourd'hui, on est content de dire qu'on a fait un travail de qualité. Un travail de qualité très apprécié de tous les patients qui sont passés par ici. Et voilà donc la situation aujourd'hui au CHR Lomé Commune. D'autres reportages suivront. À ce jour, 24 février, jeudi, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 777 avec 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 408, un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 97. Le nombre de décès est de 272. Communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa.
Autre sujet évoqué ce soir, du financement islamique. L'UEMOA ouvre ses caisses à des capitaux venus de pays islamiques, l'Arabie Saoudite par exemple, le Qatar. Objectif, c'est de renflouer l'économie de l'Union. La décision a été prise à Lomé ce jeudi. Tchazim Nabaga. La finance islamique, une manne de plus de 2700 milliards de dollars en 2021. Entre 2014 et 2018, 4 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Togo, ont mobilisé avec seulement l'émission de 6 soukouk ou obligations islamiques, la bagatelle de 864 milliards de francs CFA. Et depuis, plus rien. Pour permettre aux États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, de tirer un meilleur profit du marché des capitaux islamiques, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a élaboré un projet de texte réglementaire. Le document est étudié pour sa finalisation et sa validation au cours des présentes assises. On a trouvé les voies et moyens pour permettre aux États d'émettre, mais aujourd'hui, si on veut que ces initiatives-là se réédite, il faut mettre en place un cadre, il faut former les acteurs, il faut renforcer la confiance dans cet instrument. Et donc c'est un peu à tout ça que nous essayons de travailler, surtout qu'aujourd'hui la finance islamique montre un potentiel quand même assez important. Potentiel énorme, mais aussi principe à respecter. La loi islamique ou la charia. Les pays de l'UMOA étant laïques, le cadre légal a adopté une approche neutre, sans faveur ni discrimination. La finance islamique, c'est de la finance éthique. Donc, c'est de la finance qui est censée accompagner le développement de nos économies en investissant dans des projets compatibles avec le droit musulman. Donc, naturellement, tout ce qui est lié à l'alcool sera prohibé, tout ce qui est lié au tabac sera prohibé, tout ce qui est lié à l'industrie du jeu sera prohibé. Le chantier du cadre légal est mené avec le FSD Africa. Il est élaboré par le consortium IFAS et Kramer-Levin. Une fois adopté, le cadre réglementaire sera soumis au Conseil des ministres de l'UMOA. Il est également prévu l'adoption d'une feuille de route pour l'émission de produits financiers islamiques et pour le développement du marché des capitaux islamiques dans l'UMOA. L'autre temps fort des travaux, l'amendement du règlement général du CREP-MF et de la BRVM. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers est l'organe de régulation du marché financier de l'UMOA qui veille à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché financier régional. Et Lomé capitale également ce jeudi de la fiscalité. C'est à la faveur de la 8e conférence internationale annuelle sur le sujet. En toile de fond, la mobilisation des recettes intérieures en Afrique. Au rendez-vous, les acteurs d'exécution venus d'ici. Et d'ailleurs, les précisions, c'est avec Clarisse Aticlé. Amener les contribuables à un consentement volontaire à l'impôt et mobiliser le maximum de recettes fiscales pour financer le développement des États africains. Des enjeux fiscaux actuels que l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, UDOFAO, met sur la table de discussion à Lomé. On tire, si vous examinez le budget de l'État, il y a ce qu'on appelle les tirages sur emprunts étrangers. En un certain moment, les pays africains ont abusé en fait de ces tirages sur les emprunts. Mais aujourd'hui, nous devons mobiliser nos recettes intérieures pour pouvoir faire face à ces projets de développement. Sinon, nous serons croulés sous le poids de la dette et les intérêts de la dette. En tentant de mobiliser des recettes intérieures, nous allons en fait réduire la charge en fait du poids de la dette pour pouvoir compter sur nos propres forces. La 8e conférence annuelle fiscale CIAF est donc une opportunité pour les administrations fiscales des pays de la sous-région ouest-africaine pour réfléchir ensemble sur ces enjeux. Des partenariats sont déjà envisagés. La globalisation de l'économie et des échanges pose des défis majeurs qui obligent les États à fédérer leurs efforts pour une mobilisation optimale des ressources. S'impose alors un nécessaire partenariat entre les administrations fiscales et les ordres fiscaux installés sur les territoires des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce partenariat participe de la sensibilisation
et de l'éducation des contribuables pour un meilleur consentement à l'impôt. Au Togo, la dynamique est enclenchée depuis 2014 avec OTR. Il n'est pas superflu de rappeler que s'agissant du Togo, la transformation structurelle de notre économie a pour socle notre feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui se déroule dans un cadre juridique et fiscal approprié pour l'attractivité des investisseurs à travers l'amélioration continue également de l'environnement juridique. Des performances dont vont s'inspirer d'autres pays pour améliorer leur stratégie de mobilisation des ressources internes. En première ligne aussi sur les questions de la fiscalité, la CEDEAO et son comité régional de facilitation des échanges. Fin hier à Lomé, de la première réunion de l'instance à Lomé, beaucoup de voix s'élèvent toujours contre les obstacles sur lesquels nous reviendrons dans le reportage proposé à cet effet. La CEDEAO, c'est aussi l'envoyé spécial Goodluck Jonathan, de nouveau attendu à Bamako ce jeudi. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Mali va discuter du calendrier électoral avec les autorités de la transition. Cette rencontre fait suite à des rencontres techniques qui se sont tenues la semaine dernière sur le chronogramme des élections. Goodluck Jonathan sera accompagné du président de la commission et du commissaire en charge des affaires politiques. Au Burkina Faso, c'est 30 mois. En tout cas, c'est le délai que propose la commission créée par la junte au pouvoir. La charte a été officiellement remise au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ce jeudi à Ouagadougou. Mais l'actualité, le haut pavé, eh bien, elle est tenue par l'Ukraine. En Ukraine, justement, la guerre de Poutine a commencé. L'invasion russe effective depuis la nuit dernière. Le film d'une journée, une première journée de guerre, c'est dans ce reportage à suivre. Des éclairs de feu dans la nuit, des explosions. Ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les Ukrainiens. Une pluie de frappes ciblées. Dans la voix de cette femme qui filme, on entend la stupéfaction, la terreur aussi. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Le but est de protéger le peuple, qui depuis 8 ans souffre des abus et du génocide du régime de Kiev. En face, le président ukrainien s'adresse très vite à la population. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Nous avons besoin que vous restiez calme aujourd'hui, si possible restez chez vous. Pourtant, difficile de garder son calme. Des missiles russes frappent un à un toutes les infrastructures militaires ukrainiennes. Dépôts d'armes. Ici, c'était un aéroport international. Sur cette base, les soldats ukrainiens semblent dépassés, au bord de la panique. Ils peuvent frapper de nouveau, à tout moment, partez vite. Les frappes touchent aussi des quartiers résidentiels. Ce cycliste est fauché par l'explosion. Selon Kiev, au moins 40 militaires et une dizaine de civils ont été tués depuis le début de l'offensive. Je suis seule au travail. Où est-ce que je peux m'enfuir? Où est-ce que je dois aller? Dites-moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Au même moment, au poste de frontière, les caméras de vidéosurveillance filment les blindés et chars russes qui pénètrent en Ukraine, par le nord, l'est et le sud. L'invasion a commencé aussi à terre. Quand l'offensive est lancée cette nuit, le Conseil de sécurité de l'ONU est en pleine réunion d'urgence. Les représentants ukrainiens et russes s'invectivent. Le président russe a déclaré la guerre. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Monsieur l'ambassadeur, vous voulez que je le fasse? Maintenant, est-ce que je devrais le faire? Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Et le secrétaire général lance un appel aux Russes. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie au nom de l'humanité. Ne permettez pas de commencer en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. The worst war since the beginning of the century. Les pays européens, les États-Unis condamnent unanimement l'invasion russe.
Et voilà, vous venez donc de l'entendre, les réactions n'ont pas tardé. Une pluie de réactions tombe donc depuis ce matin. Condamnation occidentale et turque, l'Iran sceptique, la Chine compréhensive. Il est 20h25, retour chez nous et loin des explosions à Kiev et ailleurs en Ukraine. L'image à venir, eh bien, c'est un toast et le gâteau d'anniversaire. L'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, fête ses 15 ans. Reportage Antoinette Oumavovo. 15 années de parcours, 15 années de savoir-faire ensemble. Un toast, le gâteau, pour célébrer une volonté commune. Un service de qualité au profit des compagnies aériennes, des voyageurs et de l'économie nationale. À l'arrivée, des résultats satisfaisants. Personnel et responsables de l'agence s'en félicitent. Nous sommes partis de 26% à 65-97%. Premier en Afrique de l'Ouest. Pays assisté, on est devenu pays qui assiste. Et on ne s'est pas resté en si bon chemin. Nous avons continué et en 2016, nous avons eu 85-77, cette fois-ci premier en Afrique. C'est du travail. Au jour d'aujourd'hui, nous avons fait le point, nous avons identifié les secteurs faibles, la cartographie des risques. Et nous nous sommes engagés pour toujours faire mieux. Notre objectif, c'est d'atteindre 95% de taux de satisfaction. Et ça, nous avons besoin de gens formés, nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de la coopération. Certifiée ISO 9001, l'Agence nationale de l'aviation civile de Lomé se déploie nuit et jour au service de 9 compagnies aériennes. Elles desservent toutes l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé, reconnu pour sa sécurité et sa sûreté. L'ambition reste tout de même entière. Accueillir d'autres compagnies et faire vraiment de l'aéroport de Lomé un hub dans la sous-région. Ça passe aussi par un personnel qualifié. Espoir pour refermer cette édition et d'abord cette triste nouvelle alors qu'on attendait donc le retour des éperviers dames. Eh bien c'est une information triste qui tombe tel un couperet, le décès de Chris Daké, secrétaire général de la Fédération togolaise de football, une mort subite que nous avons appris ce soir. Et retour, ainsi va la vie, retour donc à ce retour triomphal. C'est une victoire qui fait rêver. Les éperviers dames ont décroché leur ticket hier à Libreville pour la CAN au Maroc. Version féminine, c'est la première fois que ça nous arrive et dans cette catégorie-là. Et l'accueil, vous allez le voir, est à la hauteur. Reportage Sergine Raimondo. La joie des grands jours à la frontière Togo-Bénin. Il a conduit ce jeudi le retour triomphal des héroïnes. Elles viennent d'obtenir le pass pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les éperviers dames ont transformé le rêve. J'aimerais remercier le président de la République pour la confiance faite aux femmes. Cette victoire témoigne de cette confiance que vous avez placée en la femme togolaise. Jusqu'à la dernière minute, on était sûr de pouvoir arracher cette qualification. Donc on n'a rien lâché. Qualification historique, les Togolaises s'envolent pour une première CAN version dames. Ce sera au Maroc en juillet prochain. Hier, je ne sais pas si vous-même vous avez su tout le bien que vous avez apporté aux Togolais de par le monde. Je voudrais simplement vous dire que vous avez contribué à nourrir un nouvel espoir. De par le monde, les Togolais se sont sentis fiers. Et ça, c'est grâce à vous. Maroc 2022, et c'est déjà demain. Le Togo ne lésine pas sur ses moyens en matière de préparation pour une phase finale. Nous l'avons plusieurs fois fait. Les mesures sont déjà prises pour les préparatifs pour aller à la CAN féminine 2022. On va organiser des stages pour corriger certaines choses qu'elles n'ont pas pu faire durant les 2 matchs. À l'aller comme au retour, un score à l'identique, 2-1.
Un effort encouragé et qui entretient l'espoir chez les supporters. Ils ne demandent qu'à vivre la compétition à la sénégalaise. Voilà, vivement donc cette CAN 2022 Maroc, la joie d'une qualification historique, synonyme d'une prestation gagnante. Et sur le terrain à Libreville, le résumé du match, Laurent Roumavon était à Libreville pour nous. Historique. Les éperviers dames, pour une première fois, se qualifient pour la phase finale de la CAN de leur catégorie. Pourtant, tout n'a pas été simple. On joue depuis la 27e minute lorsque les Panthères obtiennent un pénalty. Face au danger, Amouklo Ahmed des éperviers se déploie pour maintenir la barque Togo à flot. À la 30e minute, dans sa réplique, l'attaque des éperviers dames trouve l'ouverture par l'entremise de Sama Koudoukalo. 1-0. Menacés d'élimination, dès lors, les Gabonaises appuient sur l'accélérateur et reviennent à 1 but partout à la 58e minute par Jessie Mesui Obiang. L'égalité rétablie, la coach Kaï Tometi du Togo opère quelques changements. Yaya Tekiatou, entré en jeu quelques instants plus tôt, brise définitivement le rêve des Panthères en inscrivant le deuxième but des éperviers. 2-1, verdict identique à celui du match aller en faveur du Togo, qui se débarrasse ainsi du Gabon et file tout droit vers le Maroc. Les filles ont vraiment mouillé le maillot et on savait que ça serait un match difficile. Et le difficile a été fait, mais vous voyez dans quelles conditions on a évolué ce soir à Libreville, parce que les arbitres étaient du côté des Gabonaises. Nos filles ont su remonter et nous ont donné la joie, et cette joie doit jaillir sur la population togolaise. Et je remercie tous les efforts que les autorités en place ont fait pour que cette victoire soit réalisée. Héroïque, les Togolaises réussissent l'exploit. Depuis un certain moment, on est animé par l'esprit de victoire. Et du coup, ça ne nous a pas effrayés. On savait que coûte que coûte, nous allons arracher cette victoire. Et donc, même l'égalisation, ça ne nous a même pas fait chaud. On a cru, on savait qu'on allait gagner. Le Togo est bel et bien présent dans le rang des 12 pays admis à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Et voilà, et c'est sur ces images de joie, même si c'est quelque peu contracté avec le décès annoncé donc ce soir du secrétaire général de la Fédération, que se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément, eh bien, à Libreville, au Gabon. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.